comme j'ai l'habitude de le faire sur ma communauté JeuLab. Surtout, on va parler de sujets au fait qui m'intéressent aussi, c'est-à-dire le freelancing en étant en Afrique. Et je vais partager un peu des tips parce que pour la petite anecdote, moi j'étais rentré spécialement en Afrique, spécialement au Bénin, pour un défi avec mes abonnés sur Upwork. Je vais vous montrer les étapes qui ont été suivies pour aboutir à un tel montant de c'était $1 500 en 2 semaines sur Upwork. Je vais vous partager un peu mes tips dessus aussi Merci. pour voir le maximum de personnes aussi se lancer, pourquoi pas sur Upwork, sur Coder.com, ainsi de suite. Et on va parler de l'opportunité qu'offre React Native aujourd'hui en tant que voilà, développeur mobile. Donc moi je me présente, je suis Ala Moufid, je suis ingénieur logiciel et DevOps et j'ai 8 ans d'expérience dans la programmation de manière générale, que ce soit la programmation d'applications web et la partie DevOps. Mais sur le mobile, actuellement, j'ai 3 ans d'expérience parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, hein, comme ça, je peux résumer déjà mon parcours. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Au fur et à mesure, il n'y a pas de, comment on appelle, il n'y a pas de mystère dans cette histoire. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Du coup, tu as prévu une présentation, on peut démarrer? Ouais, c'est ça. Je vais partager mon écran là. Super. Attendez, tac, tac. Hop. Je vais. Non, ça c'est court par contre. Voilà, je mets en mode. Je me mets en mode présentation. Voilà. Non, non, présenter, tout simplement. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien ton écran, oui. Parfait. Donc, comme l'a annoncé de Doumas tout à l'heure, on peut parler du React Native pour ceux qui découvrent pour la première fois la technologie. J'ai prévu une petite démo de comment ça marche aussi, que je fais actuellement sur JeuLab. Il s'agit d'une application, une application pour cloner Uber Eats. Je vais vous montrer un peu comment ça marche et comment vous faites réutiliser les composants si on a le temps. Mais là, moi, je vais faire peu de la littérature en vous montrant c'est quoi React Native, ça consiste à quoi, ce qu'il faut faire pour se démarquer, qu'est-ce qu'il faut commencer par apprendre pour pouvoir se lancer sur React Native. Alors, comme je l'ai prévu, je me suis présenté tout à l'heure, moi, en fait, je donne des formations sur JeuLab et à l'université en France. Et je suis ingénieur logiciel, donc je travaille en freelancing avec des entreprises un peu partout, que ce soit en France, que ce soit sur Upwork, ainsi de suite. Et mis à part ça, j'ai mis en place en fait une solution de gestion de projet en 2019 que j'appelle From Scratch. Ça me permet de pouvoir gérer les projets avec mes clients de telle manière à ce qu'ils me payent au fur et à mesure que je travaille, ce qui n'était pas présent sur les outils de gestion de projet comme Trello, et ainsi de suite. Donc là, au fur et à mesure, le client me paye tant qu'une fois que je livre une petite fonctionnalité et une fois que j'ai spécifié le montant de la tâche au fait à faire, simplement. Donc, venons directement au vif du sujet. React Native, c'est quoi? En réalité, ce qu'il faut réellement comprendre de manière terre à terre, je vais éviter de faire de la littérature, mais après, je pourrais envoyer le fichier. React Native, au fait, c'est un framework JavaScript qui a été développé par la société Facebook, qu'on appelle aujourd'hui Meta. Okay? En réalité, React Native se base essentiellement sur du JavaScript. Quand on code dans React Native, on voit que c'est purement du JavaScript, mais il y a un peu d'amélioration où on utilise des états, on utilise des composants, on réutilise des composés, ainsi de suite. Donc, il permet au fait, React Native, il permet de pouvoir au fait produire des applications iOS et Android. Ok, tout ça avec un seul code. C'est-à-dire ici, avec un seul code que j'écris, en fait, je peux en fait builder mon application sur mobile, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android. Donc ici, le code React, c'est-à-dire JavaScript, est interprété dynamiquement lors de l'exécution de l'application par le biais d'un pont afin de communiquer avec les API natives tout en rendant les composants graphiques, eux aussi natifs. Donc, une application hybride. Donc, ici, une application hybride, c'est le juste milieu entre une application web et une application native. Elle est plus facile, moins chère et plus rapide à développer
qu'une application native et offre plus de possibilités qu'une application web. La maintenance est également plus facile car on gère qu'une seule version. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on code une application sur React Native, on n'a plus à se soucier de est-ce que ça va marcher sur est-ce que ça va marcher sur iOS ou Android. Automatiquement, normalement, cela est censé fonctionner sur les deux plateformes. Donc, il faut noter que React Native, plusieurs entreprises au fait ont utilisé cette technologie pour mettre en place leur application, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Coinbase, Airbnb, même Discord, Uber Eats et plein d'autres. J'ai un petit lien ici que je vais montrer après, qui présente un peu toutes les entreprises au fait qui ont utilisé cette technologie-là pour mettre en place leur application. Mais déjà, on voit qu'il y a de grandes sociétés qui se basent essentiellement sur cette technologie-là pour faire fonctionner leur business, tel que Facebook, on connaît tous Facebook, Instagram, on connaît tous Instagram, Discord, non, par exemple, on l'utilise trop dans Uber Eats pour commander de la nourriture. Donc, ce sont des trucs bien assez connus aujourd'hui. Donc, déjà, on peut se rendre compte de l'importance ou de l'utilité de cette technologie-là. Alors, pourquoi, au fait, devenir développeur React Native? Bon, moi, j'ai énoncé des raisons, mais moi, au fait, je me base, moi, personnellement, sur moi, mon expérience, pourquoi je suis devenu développeur React Native. En réalité, comme je l'ai dit, moi, j'ai 8 ans d'expérience dans le développement d'applications web et je trouvais que j'avais fait un peu le tour. C'est-à-dire, c'est vrai, il y avait React que j'utilisais, Next, Laravel, Symfony, Ruby on Rails. Ce sont des petites technologies comme ça que j'ai eu à toucher au fur et à mesure de mon parcours. Et je trouvais que j'étais un peu limité, c'est-à-dire, mais je sais faire tout ça, mais je ne sais pas faire du mobile. Donc, je me suis mis un peu aussi dans le mobile et j'ai commencé au fur et à mesure à m'intéresser à la chose, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir en fait, mettre en place des applications mobiles, de pouvoir discuter et avec tous ceux qui font du design, parce que moi-même, je suis à fond maintenant sur les petits détails, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut noter, moi, je vais énoncer les raisons, mais c'est à vous, au fait, de trouver votre propre raison. Pourquoi vous voulez devenir développeur mobile tout court? Maintenant, React Native, c'est juste une technologie comme une autre, quoi, comme Flutter, ainsi de suite. Moi, pourquoi je suis allé sur React Native? Parce que je fais du React tout court et je trouvais que ça me facilitait la tâche de migrer directement sur des React natifs, tout simplement, pour être plus concret. Mais il faut aussi noter ici que en matière de React Native, il y a le côté polyvalence, c'est ce que j'ai noté là. C'est-à-dire React Native, c'est un framework qui vous permet de développer des applications, comme je l'ai dit, mobiles, sur deux plateformes en même temps, iOS et Android, ok, avec une seule base de code. Il y a aussi la partie demande élevée sur le marché. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Upwork, où je suis très actif, que ce soit sur codeur.com, il y a plein, et même hier tout court, je vais vous montrer des messages où j'ai eu un client qui m'a contacté sur Upwork parce qu'il voulait développer une application mobile avec React Native pour, voilà, au Sénégal et tout. Je vais vous montrer un peu les opportunités que cela offre. Il y a aussi cette partie rapidité de développement. C'est-à-dire, React Native permet de développer plus rapidement grâce à la réutilisation des composants et à la possibilité de prévisualiser des modifications en temps réel et la facilité de déploiement. Si ceux qui utilisent React tout court, ceux qui utilisent Vue.js, ceux qui utilisent Angular, vous allez remarquer que lorsque vous faites une modification sur votre code, lorsque vous avez lancé le serveur ou vous faites un contrôle S, automatiquement ça reload la page. Pas besoin de revenir sur votre navigateur et de recharger vous-même. C'est cette partie, la rapidité de développement. Comme je l'ai dit, ça permet de rapidement, au fait, voilà, voir les modifications en temps réel. Et ce côté réutilisation du code, c'est ce que j'avais mis sur LinkedIn, c'est-à-dire, je peux créer un petit composant que je vais utiliser sur plusieurs pages de mon application. C'est-à-dire, par exemple, je crée un composant custom input qui me permet de pouvoir, en fait, voilà, créer un formulaire ou soit créer un input. Et je peux utiliser ce custom input dans plusieurs pages, en fait, tant que j'aurai besoin de créer un formulaire. C'est ça, au fait, que je mets dans la partie réutilisation des composants et ainsi de suite. Donc, il y a cette partie écosystème robuste. C'est-à-dire, React Native, au fait, est soutenu par une communauté active, okay, des développeurs et offre un écosystème riche en bibliothèques et en outils.
vous pouvez au fait trouver des ressources, des solutions pour résoudre pratiquement n'importe quel problème. Et ça, c'est vrai parce que moi, personnellement, quand je me suis lancé sur React Native, sans mentir, mais après, c'est un problème de persévérance. Il est arrivé un moment, je voulais abandonner parce que il y avait plein d'erreurs, je comprenais rien du tout. Et ça me fatiguait au fait. C'est-à-dire, je lance le programme, tout est correct, mais à la fin, il ne pull pas le projet. Il y a des librairies qui ne marchent pas, ou soit il me dit de nettoyer mon cache, ainsi de suite. Au fur et à mesure que je cherchais sur Internet, j'ai vu quand même qu'il y a une grosse communauté, des gens qui ont déjà eu de tels problèmes, ainsi de suite. Ce qui me permet de pouvoir suivre en même temps la tendance et de comprendre ce qui se passe, ce qui m'a fait aujourd'hui maintenant aimer un peu cette technologie-là qui me permet de, comme je l'ai dit, développer rapidement. Et je kiffe quand même le framework par rapport à son écosystème, par rapport à sa manière de réutiliser des composants et par rapport à l'architecture. C'est-à-dire, je peux bien architecturer mon projet de telle manière à avoir quelque chose de plus propre. Et au fur et à mesure que j'évolue vraiment, moi-même, je vois que le code il est propre au fur et à mesure. Donc, c'est par rapport à ça. Et la communauté en arrière-plan, les bibliothèques sont souvent mises à jour. Par exemple, je vais le montrer tout à l'heure, il y a Tailwind CSS qui est aujourd'hui très connu, qu'on peut directement imbriquer dans son code React Native et faire le design assez facilement, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc, on continue dans maintenant les tendances. On est en 2024. C'est quoi les tendances actuellement dans ce monde de la programmation, mais spécifiquement du React Native. Donc, React Native, comme je l'ai dit, se base sur du JavaScript. Et on voit qu'aujourd'hui, JavaScript continue à dominer la scène de développement, stimulant l'innovation dans le développement d'applications web et mobiles. Les développeurs React Native exploitent ce langage omniprésent pour créer des interfaces utilisateurs dynamiques et interactives. Et ça, c'est vrai parce que JavaScript aujourd'hui, c'était pas comme en 2019, 2018 où tout le monde faisait que du Laravel, Symfony et on recherchait activement des développeurs Laravel et tout. Mais aujourd'hui, si vous remarquez bien, si vous remarquez vraiment bien sur LinkedIn et ainsi de suite, on recherche plus des développeurs React, JS, Next.js, Angular, tout ce qui a rapport au JavaScript. Donc JavaScript maintenant vraiment a pris vraiment le dessus sur le marché. Il faudrait au fur et à mesure se monter en compétence dessus pour ne pas voilà, être voilà, trouver des missions et ne pas pouvoir postuler tout simplement. Il y a aussi TypeScript maintenant qui est très connu parce qu'il nous permet de typer en JavaScript. Donc ici, c'est ce que j'ai mis là. Donc il y a une évolution vers l'amélioration de la fiabilité et de l'évolutivité du code, complétant la flexibilité de JavaScript avec des capacités de vérification des types. Avec TypeScript, maintenant, on ne peut pas écrire ce qu'on veut. Quand tu écris un type, quand tu déclares une variable, tu dois typer la variable. Ce que tu as, le type que tu as donné, c'est exactement ce type-là que tu peux affecter comme valeur. Si tu ne le fais pas, ton code ne va pas marcher et ainsi de suite. Donc, le TypeScript, je trouve que c'est quand même, arrivé à un moment donné, moi, je trouve que c'est quand même chiant. Mais lorsque vous êtes dans des grandes entreprises, et ça m'est arrivé, ou si vous êtes dans de très grandes entreprises, il y a des normes que vous devez respecter. TypeScript vous permet de respecter ces normes-là, tout simplement. On continue toujours dans les tendances. La deuxième tendance, c'est la popularité inébranlable de React Native. Aujourd'hui, en 2024, il y a plein d'applications qui sont connues du grand public qui sont faits en React Native. Et aussi, au côté performance, lorsque votre application, vous codez votre application avec React Native, il y a une certaine rapidité que vous n'avez pas, par exemple. Moi, je n'ai pas trop utilisé Flutter, mais pour la petite expérience que j'ai eue de React Native, je trouve que c'est très rapide de pouvoir, au fait, voilà, de pouvoir très facile, au fait, et très rapide lorsque vous exécutez votre programme, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android. Donc, c'est ce que j'ai mis là en disant. React Native reste un choix populaire pour le développement d'applications mobiles en 2024 grâce à ses capacités multiplateformes et à ses performances robustes. Les développeurs privilégient React Native pour sa capacité à rationaliser le processus de développement en permettant la réutilisation du code sur différentes plateformes,
Le vaste écosystème du framework offre également une large gamme de bibliothèques, d'outils et de ressources, ok, qui vous permettent d'améliorer l'expérience de développement. Ok, donc ce qu'il faut noter ici, une fois que vous faites du React.js tout court, React Native ne va vraiment pas être quelque chose de ouf pour vous. Au contraire, vous allez kiffer l'expérience parce que vous avez l'habitude déjà d'utiliser les notions assez basiques ou soit même plus poussées de React.js tout court. On continue dans les tendances. Troisième tendance, c'est Flutter et React Native. Il y a toujours une concurrence aujourd'hui en 2024. Est-ce que je dois utiliser React Native? Est-ce que je dois utiliser Flutter? Moi, en fait, je me suis basé sur ce que j'ai vu comme actualité. Donc ici, il faut noter que la concurrence entre Flutter et React Native, ça continue de s'intensifier dans les domaines du développement d'applications multiplateformes. Alors que, au fait, Flutter dispose d'un riche ensemble de fonctionnalités et d'optimisation de performance. React Native, lui, au fait, il excelle essentiellement sur le fait de pouvoir, au fait, réutiliser du code. Okay? Ce qui offre, au fait, une expérience aux utilisateurs natifs. Les développeurs évaluent soigneusement, okay, les avantages de chaque framework pour déterminer celui qui convient le mieux à leur projet. Donc ici, il y a toujours, comme je l'ai dit, une guerre entre les deux, ok, framework. Mais au fait, c'est en fonction de ce que vous voulez au fait obtenir comme résultat. Moi, je sais que React Native me permet de pouvoir réutiliser de pouvoir réutiliser du code n'importe où. Une fois que je code correctement mon composant, il me permet directement d'avoir une facilité à utiliser Redux pour en fait faire consommer mes données, à recevoir mes données un peu partout sur mes différentes pages. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, c'est à vous au fait de voir lequel vous correspond le mieux. Donc, quatrième tendance, c'est au niveau de l'innovation et la mise à jour au niveau de React Native. Maintenant, avec React Native, on peut introduire le typage, c'est-à-dire TypeScript. On va le voir avec un code tout à l'heure. On peut introduire du TypeScript. Avec React Native, on peut mettre des tests, on peut installer des storybooks pour nos différents composants. Donc ici, il y a une couche au fait qui vous permet de pouvoir avoir quelque chose de plus robuste en 2024. Et pour la dernière actualité, c'est-à-dire l'apparition de Astro et de TRPC, qui sont des pionniers du futur, sont des technologies qui vous permettent de pouvoir coder automatiquement le côté back-end et coder vous-même des sites web de manière très rapide et sans trop de contraintes. Donc, si vous avez le temps, essayez de taper Astro, TRTC, React Native. Vous allez voir essentiellement à quoi ça sert, comment l'utiliser. Ça permet rapidement de pouvoir mettre en place le back-end de votre application. Donc, c'est ce que j'ai mis là pour dire que Astro et TRPC sont deux technologies qui font des vagues dans la communauté React Native. Astro, un générateur de sites web statiques, gagne en popularité grâce à ses performances ultra rapides et à son approche conviviale pour les développeurs. Et d'un autre côté, TRPC, lui, bouleverse la scène avec la promesse d'applications full stack sécurisées, offrant une expérience de développement transparente aux équipes. Donc, j'ai une dernière actualité dont je vous ai parlé précédemment, c'est Tailwind qui est vraiment devenu maintenant très populaire sur React Native. Je ne sais pas s'il y a des développeurs React Native dans le channel, mais vous allez remarquer, c'est ce que j'ai eu à faire lors de ma formation sur YouTube. J'avais commencé à coder moi-même le CSS en utilisant la technologie même de React Native, ce qui me fait avoir de longs fichiers ou avoir vraiment un long code. Mais avec l'installation de Tailwind, je peux directement configurer je peux directement en fait mettre en place le CSS de mon application en quelques lignes de code. Hein. On aura le temps de le voir sur ce petit projet-là. Donc, ici, l'adoption des bibliothèques d'interface utilisateur sans tête et Tailwind, qui aujourd'hui est vraiment une tendance et que je vous proposerai si vous voulez vous lancer dans React Native, lorsque vous créez votre application, tout vierge, essayez de l'installer directement, commencer à l'utiliser. C'est quand même fun, hein, c'est très rapide
et ça vous permet de rapidement coder le design de votre application. Donc, venons maintenant sur la troisième partie de cette présentation, c'est comment se démarquer sur le marché du travail, ok, les compétences clés. Alors moi, j'ai énoncé plusieurs compétences clés, mais la première compétence clé, c'est d'être compétent. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de personnes se faire de la communication, beaucoup de personnes se lancent sur les réseaux, mais en réalité, ils ne sont pas compétents. C'est-à-dire, ils sont populaires peut-être, ils partagent beaucoup, mais au fond, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas bons dans leur truc, de telle manière que lorsqu'on leur trouve une mission, ils n'arrivent pas à satisfaire le client. Donc, avant de prétendre au fait de se démarquer sur le marché, il faut être très sûr de ses compétences. Je suis bon dans tel truc, donc je peux n'importe quelle mission, je suis capable, même si je ne sais pas le faire, de pouvoir rapidement apprendre et faire le truc au client. Donc, deuxième ici, pour se démarquer, toujours, c'est de partager ses difficultés, ses réalisations. En fait, travailler son branding. Donc, vous présentez les nouvelles fonctionnalités que vous avez eu à mettre en place, les divers projets sur lesquels vous travaillez, vos réalisations, vos découvertes. Tout ça, en fait, font partie du branding. Parce que moi, par exemple, pourquoi je suis ici et pourquoi on m'invite sur plusieurs panels, c'est parce que, au fait, depuis banalement maintenant 2017, je partageais mes retours d'expérience, mes expériences en freelancing. Je faisais des interviews avec des personnes dans le domaine qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et aujourd'hui, quand même, voilà, je suis quand même connu dans ce secteur au fait, du développement d'applications, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn. Tout ça, c'est parce qu'au fait, je partage et je n'ai pas peur au fait des critiques. Je partage et après on me corrige. Ça m'est déjà arrivé sur ma chaîne YouTube où j'ai partagé en 2019 Angular. J'avais fait tout un système de lecture de musique et en commentaire, il y a des personnes qui m'ont corrigé. Et à la fin, c'est vrai, au début, ça m'a frustré, mais au fur et à mesure, j'ai appris. Donc, il ne faudrait pas que ce soit un blocage pour vous de vous lancer sur les réseaux, okay, pour partager vos expériences, vos réalisations, vos difficultés, comment vous arrivez à résoudre des problèmes. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez vous démarquer. Et ici, le, le prochain point, c'est de prospecter en permanence. Prospecter en permanence parce que il y a plein de développeurs aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui sont bons dans notre domaine. Donc ici, faudrait pas arrêter de voilà, se mettre en avant. Écrire à des personnes, des potentielles personnes qui vous voyez qui ont besoin de vos services pour voilà, proposer vos services directement à ces personnes. Et c'est très important. Et ensuite, il y a la partie réseau. Réseau, comme je l'ai dit, le réseau, le réseau, le réseau. OK? Ne sous-estimez pas la force du réseau. Votre réseau peut vous amener très loin. Donc ici, comme je l'ai dit, on ne sous-estime jamais son réseau, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent, les gens qui vous suivent, les gens avec qui vous discutez sur les différentes plateformes. On ne sous-estime pas ça. En fait, on entretient son réseau. Donc, pour entretenir son réseau, cela passe par le fait de participer à des événements comme ce qu'on fait actuellement. Là, je vais faire par exemple la rencontre de plusieurs personnes dans le domaine aussi. Il y a le fait de participer à des groupes en ligne permanents. Il y a le fait de garder des contacts avec des anciens collègues et managers, maintenir une présence active en ligne, okay, notamment en assurant en fait, d'avoir un profil LinkedIn à jour, se connecter avec ses pairs et des enseignants grâce à la formation continue. Pour la petite anecdote, ça par exemple, moi je vous prends mon exemple typique, comme je l'ai dit, je donne des cours à l'université, à l'INSUP et plusieurs autres universités ici. Et ce qui m'a permis de pouvoir être contacté par ces personnes, c'est simplement grâce à ce que je partage, grâce à LinkedIn et grâce aussi à YouTube où j'ai partagé plein de vidéos de formation que je divulgue avec des personnes, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux donner des cours à l'université. Ça fait 3 ans que je donne des cours à l'université. Donc, ne sous-estimez jamais la force des réseaux dans ce domaine de la programmation là. Donc, je continue toujours avec les conseils maintenant pour évoluer dans React Native.
Pour évoluer dans React Native, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre le temps de payer au fait des bouquins spécifiquement dans ce domaine-là, que ce soit des bouquins en ligne. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart au fait vont suivre des vidéos sur YouTube. Mais au fait, le problème, c'est que quand vous suivez des tutoriels sur YouTube, vous exécutez ce que la personne est en train de faire. Il est en train de faire si je suis au fur et à mesure. Mais est-ce que vous avez réellement compris comment ça marche? Ça va marcher sur votre ordinateur, mais à la fin, quand il n'y aura plus la vidéo, vous ne pourrez plus reproduire le même scénario. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre. On peut au fait regarder des vidéos YouTube, mais lorsqu'on a déjà les bases. Donc, ça permet de rafraîchir la mémoire, de voir comment lui il utilise des choses, et ainsi de suite. Donc, payer au fait des bouquins. Donc, j'ai mis un lien là qui vous permet de payer des bouquins en React Native et plusieurs autres technologies pour fait, vous permettre de maîtriser au fait, les bases même de la technologie. Ça prend du temps, mais c'est, en fait, il faudrait, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faudrait pas fausser la base. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui veut apprendre React.js ou PHP, mais qui n'a jamais fait du HTML, CSS. Donc, il a raté la base. Donc, il doit commencer par les bases avant de venir là. Donc, c'est la même chose que je suis, c'est-à-dire React Native. Avant d'aller regarder des vidéos sur YouTube, ainsi de suite, moi, j'ai payé une formation que j'ai suivi correctement pour maîtriser tout ce qu'il y a autour, que ce soit les views, que ce soit les listes views, la partie flexbox. J'ai pris beaucoup de temps pour manipuler les flexbox, pour pouvoir disposer les éléments sur une page. Parce que, en fait, c'est la clé même. Il faudrait que l'application soit attrayante. Donc, il faudrait prendre le temps de maîtriser vraiment les bases. Donc, c'est ce que j'ai mis là, maîtriser les bases de React Native. Vous devez vous renseigner sur les composants principaux de React Native, que ce soit les views, les list views, les images, les scroll views, la partie dimension, test, touchable, les modales, web view, vibration, statut bar et plein d'autres. OK? Savoir comment ça marche, comment les utiliser. Je ne dis pas au fait ici d'avoir tout ça, de bûcher tout ça. On ne peut pas tout bûcher. En programmation, on n'arrive même plus avec ChatGPT. C'est encore plus facile aujourd'hui. Donc, en fait, c'est de savoir que ça existe, savoir que vous l'avez utilisé une fois de telle manière que quand vous revenez dessus, vous vous rappelez en même temps. Donc là, ici, le dernier, c'est maîtriser le style. OK, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, maîtriser le style. La partie Flexbox, OK, dans React Native, car le design est ce qui vend maintenant. Donc, votre application peut contenir de très petites fonctionnalités, mais juste parce que c'est attrayant, vous avez maîtrisé le côté UI, UX, les utilisateurs vont venir là-dessus au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis un lien de roadmap. Donc, je pense que la plupart des développeurs connaissent ce site, la roadmap.sh, qui vous, euh, qui vous montre un peu la roadmap à suivre pour prétendre dire que je maîtrise React Native. Donc, conseil toujours pour évoluer, il faudrait passer du temps à modéliser les états Redux à bord. Et ça, par exemple, j'avais fait toute une formation sur ça qui permet au fait de pouvoir expliquer l'importance de Redux dans une application, que ce soit React Toku ou React Native. Redux, comment l'utiliser, comment l'implémenter. C'est un truc très puissant, moi, je trouve, hein, qui permet de pouvoir, au fait, consommer de la donnée, modifier des informations, ainsi de suite. Donc, si vous avez le temps et vous vous intéressez, essayez de taper Redux, comment ça marche. Je l'app tout court. Il y a une vidéo totalement que j'ai fait là-dessus, c'est très clair, quoi. Il y a la partie navigation aussi. Il faudrait maîtriser la navigation sur React Native, comment naviguer d'une page à une autre, la partie Stack Navigator, Drawer Navigator, Switch Navigator. Ce sont voilà, des notions que vous devez maîtriser pour pouvoir en fait installer la navigation, que ce soit la navigation au niveau de la gauche, au niveau du bas de votre application, ou soit carrément le côté surfer sur les différentes pages de votre application. Donc, ensuite, il y a le côté apprenez le design mobile et le fonctionnement de l'UX et de l'UI. Et ça, c'est très, en fait, ça, c'est très important. Moi, en fait, à la base, je suis développeur back-end, OK? Mais au fur et à mesure, j'ai migré vers le full stack parce que en fait, on m'a forcé à, en fait, faire attention aux détails. J'ai travaillé avec des gens très seniors
de telle manière à ce que, arrivé un moment, je crois que le design est bien fait, mais à la fin, on me montre que ce que j'ai fait, bah, c'est pas ça. Donc, je suis très, très pointilleux sur le côté design grâce à des expériences que j'ai eues. Donc, je m'intéresse aussi au côté UX, UI, pour pouvoir, au fait, avoir des applications vraiment, au fait, propres. Donc, voilà. Donc, intéressez-vous lorsque vous voulez faire du mobile, que ce soit React Native Footer, intéressez-vous sur l'UX, l'UI en regardant des designs sur Figma et tout ça pour voir comment ils ont élaboré au fait l'interface pour voir comment au fait l'utilisateur va se sentir au fait lorsqu'il va installer l'application, lorsqu'il va utiliser l'application. Et second point, c'est ne vous répétez pas. Et ça, c'est très important. Lorsque vous remarquez que vous écrivez un code, par exemple, je crée un formulaire et dans le formulaire, je crée des inputs. Et je crée un autre formulaire, j'appelle encore le même input. Là, je me suis répété. Donc, quand je vois un truc comme ça, directement, je pense à créer un composant que je vais réutiliser sur tous les différentes pages dont j'ai besoin. Donc, ici, c'est ça, je mets dans ne vous répétez pas. Construisez un système de conception avec les storybooks. Alors, les storybooks, ça vous permet de pouvoir en fait avoir, c'est comme une bibliothèque que vous construisez vous-même pour avoir les différents composants que vous pouvez réutiliser sur votre application. Donc, si le thème storybook ne vous parle pas du tout, essayez de vous documenter là-dessus et vous allez voir. Moi, je l'ai mis en place sur React.js, Next.js, sur des projets. Donc, ça me permet de pouvoir en fait, créer au fur et à mesure mes composants que je pourrais réutiliser. Donc, je profite en même temps pour dire si la structure atomique, ça vous parle, vous allez comprendre exactement c'est quoi l'importance des storybooks. La structure atomique. Donc, n'hésitez pas à chercher. Donc ici, dernier point, c'est de s'abonner aux divers sites officiels, ok, qui partagent des actualités sur React Native. Sans pourtant te couper la parole, Mofit, il y a Oui, Jean-Marie Samakila dans le chat, qui est connecté avec nous, qui dit oui. est-ce possible de parler un peu plus sur la navigation? C'est une partie qui me complique en React Native et j'aimerais en savoir un peu plus sur ça. Donc on va Je garder. vais l'expliquer. Oui, Je vais l'expliquer dans le code tout à l'heure. d'accord, Ça serait mieux. d'accord. Oui. Donc, venons maintenant sur les outils et extensions que vous pouvez installer sur votre VS Code pour coder assez facilement avec React Native. Je commence par ESLint. Donc, ESLint, c'est le meilleur ami de votre code. Il vous aide au fait à trouver les erreurs et à appliquer les meilleures pratiques dans votre code JavaScript et React. Donc, ESLint, n'hésitez pas à l'installer. Moi, je l'utilise tout le temps. Il y a Preacher, ok, donc ESLint. Il y a Preacher ici qui permet de pouvoir formater automatiquement votre code selon les règles que vous avez prédéfinies. Ensuite, il y a React Snippet, ok. Lui, il vous fournit une multitude d'extraits de code React, ok, ce qui vous permet de pouvoir gagner du temps et d'éviter des fautes de frappe. Il y a Bracket Pair Colorizer, ok, qui applique des couleurs distinctes à vos supports, ce qui vous permet de pouvoir repérer facilement des paires, ok, correspondant à des paires au fait correspondant avec un coup d'œil. C'est-à-dire vous mettez la souris dessus, automatiquement il va vous dessiner ce truc-là, pour vous montrer directement là où ça se ferme. Il y a auto close tag, ok, auto close tag, c'est-à-dire vous créez un tag automatiquement et il vous ajoute la fermeture. Donc ici, il ajoute automatiquement la balise de fermeture dès que vous tapez celle d'ouverture, garantissant ainsi, ok, des balisages bien structurés. On continue maintenant sur le côté freelancer, ce qui m'intéresse aussi. Donc, je rappelle rapidement les extensions. J'espère que vous avez. Peut-être vous avez d'autres aussi à me partager, hein, pourquoi pas. Ici, il y a React Snippet que j'utilise tout le temps, Autoclose, Bracket Pair, Colorizer qui vous permet de pouvoir vraiment. Je pense même ces trois-là, déjà, avec ces trois-là, vous allez avoir une facilité
pour, euh, pour coder vos applications sur React Native. Maintenant, venons sur le côté mission, sur comment trouver des missions en étant, je vais dire en étant en Afrique, ok, trouver des missions un peu partout dans le monde. Moi, au fait, de par mon expérience, comme je le mets toujours en premier point, c'est d'être compétent dans son domaine. Je prends la petite anecdote. J'étais rentré en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année passée pour montrer à mes abonnés sur JeuLab que c'était possible de pouvoir générer, je voulais générer $1 500 sur Upwork en étant en Afrique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà un compte Upwork avant de repartir en Afrique. Donc, je suis reparti, j'ai commencé directement les démarches, c'est-à-dire, première étape, chercher mon client sur Upwork. J'ai trouvé ce client sur Upwork. J'ai travaillé en 2 semaines exactement avec lui, juste pour prouver que c'est possible. Et au fait, j'ai généré ces $1 500 là sur Upwork. Comment j'ai fait? La première chose, c'est vraiment, comme je l'ai dit, être compétent. C'est-à-dire, quand j'ai postulé à la mission, quand le client m'a contacté, je n'ai pas, en fait, il n'a pas remarqué une incompétence, quoi. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec le même client pour vous dire la vérité. Et ça fait exactement 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc, le côté être compétent, c'est très important parce que vous pouvez postuler à quelque chose et vous pouvez même faire des fausses de frappe et le client va vous appeler. Parce que, voilà, c'est chacun, moi, je peux aussi dire ça, c'est chacun aussi sa chance. Vous trouvez au fait ce client, mais vous n'êtes pas compétent, donc vous le perdez. Et après, cette même opportunité peut-être ne va plus se reproduire. Donc, être compétent, c'est très important. Ensuite, c'est de s'inscrire sur des plateformes de freelancing. Okay? J'ai essayé Malte. Malte ne marche pas en Afrique, sinon j'allais vous le proposer. Mais je sais que Upwork, ça marche. Coder.com, ça marche. Fiverr, ça marche. Moi, j'utilise Upwork et Coder pour trouver des missions. Fiverr, je ne l'ai jamais utilisé. Il y a aussi LinkedIn et les groupes Facebook et TikTok. Je pense que la plupart ne vont pas peut-être penser à ça, mais c'est réel. LinkedIn, on peut trouver des missions dessus. Moi, j'ai des personnes qui ont trouvé des missions et qui, grâce à ces missions, ont pu voyager un peu partout dans le monde. Les groupes Facebook aussi. Il y a des groupes Facebook de développement d'applications. Lorsque vous postez au fur et à mesure des trucs dessus, vous pouvez trouver des personnes qui vont vous contacter pour voilà, bénéficier soit d'une formation que vous faites par rapport à une technologie, soit vous proposez de leur développer leur application et directement vous trouvez des clients avec. TikTok aussi, c'est pareil. TikTok, moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire je fais des vidéos sur TikTok en parlant de ma technologie. En commentaire, des personnes ont besoin de ce service. Il y a un mail, ils me contactent, on discute et je commence la mission. Donc, il ne faudrait pas banaliser tous ces réseaux-là. Tous ces réseaux vont vous permettre de pouvoir trouver des des clients. Donc, comme je l'ai dit, là, partager des contenus sur divers plateformes, que ce soit LinkedIn, YouTube, TikTok, LinkedIn, Medium, etc. Partager, comme j'ai l'habitude de dire, partager. C'est-à-dire, donner, au fait, donner sans que cela ne vous dérange. Et bizarrement, tout ce que vous donnez vous reviendra parce que un jour, ça c'est mon expérience, vous allez pouvoir soit animer des formations à l'université comme moi, soit donner des cours grâce à ce que vous avez partagé, soit voilà, à trouver des missions sur le long terme avec des clients dont vous ne pourrez jamais entrer en contact si vous ne partagez pas des contenus. Et le dernier point, c'est d'améliorer constamment son CV au niveau de LinkedIn, pour votre description. Lorsque vous faites quelque chose de nouveau, insérez là-dessus, suivez des vidéos, des formations certifiantes, partagez-les pour qu'on puisse, pour que vous puissiez améliorer votre branding. Donc, je pense que je suis à la fin. Instant. Non, pas par la suite. Bon, normalement, je suis à la fin. Je suis à la fin de la présentation. Je vais vous laisser rapidement me poser des questions avant que je réponde à la question de notre ami de tout à l'heure.
Super. Merci pour ta présentation, Moufid. En tout cas, c'était très intéressant et très bénéfique. Tu nous as parlé de beaucoup d'astuces qu'on négligeait et c'était un vrai témoignage pour toi qui l'as déjà fait. Comme on dit souvent, même en Oui, programmation, on utilise des composants réutilisables. Donc, c'est-à-dire, on apprend de ceux qui l'ont déjà fait. À quoi bon ça sert de réinventer la roue? C'est pas pour rien c'est ça. voilà, c'est pas pour rien qu'on t'a invité et par ton expérience, on a appris plein de choses. Et du coup, je vais laisser la parole à l'auditoire. Si quelqu'un a une question, il peut lever la main et mon fils va vous répondre. Et donc, il y a Jaurès qui a levé la main. Jaurès, tu peux parler. Oui. Ok, Jaurès, tu peux parler, oui. Donc, il a dit, bien que, bien oui, je lis, hein. Bien que React Native ait des avantages, quels sont les inconvénients? Mais que rien, que ça, oui. Bon, moi, personnellement, les inconvénients, le côté performance, je ne pourrais pas te dire que c'est un inconvénient. Ce que moi, je peux trouver comme inconvénient sur React Native, c'est le fait de devoir rebuilder à chaque fois. C'est-à-dire, lorsque j'installe quelque chose, il peut arriver un moment où ça ne marche plus. Parce qu'au fait, une version a changé et il faudrait que je puisse trouver la version qui a changé et je puisse au fait modifier cela dans mon code. Sinon, après, c'est-à-dire, j'ai codé une application aujourd'hui et je laisse ça un mois après, je réexécute la même application, je vois que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il va me dire, telle chose que tu avais utilisée ne marche plus, ou soit a été améliorée, essaye de le modifier avant de continuer. C'est ce que moi, je ne trouve pas, au fait, cool dans ça, mais ça peut être positif pour d'autres, mais moi, c'est ce que moi, j'aime pas. Deuxième question, quelle est la particularité de React Native côté fonctionnel par rapport aux technologies comme Kotlin, Jetpack, Composer? Alors, moi, en fait, sincèrement, je n'utilise pas Kotlin, Jetpack, j'utilise Composer, mais je n'utilise pas Kotlin. Kotlin, ça fait très longtemps que je l'ai utilisé, donc je ne suis pas du tout à jour sur, euh, sur Kotlin. Maintenant, particularité par rapport aux technologies, moi, en fait, ce que je pourrais te dire, c'est te dire exactement ce que j'ai vu sur lors de mes recherches, c'est que, en fait, eux, le React Native, lui, son point fort par rapport aux autres, c'est le fait que lui, tu peux facilement créer des composants que tu peux réutiliser partout dans ton application. En fait, c'est le cœur même, c'est ce qu'ils vendent, au fait. Et c'est avec ça qu'ils veulent se différencier de Flutter en disant oui, c'est nous, avec notre technologie, tu crées des composants que tu peux réutiliser partout dans ton code. C'est ce qu'ils vendent. Question 3. Question 3, Oui, toujours, je on va reste. prendre la dernière question de Jaurès. Ensuite, on va Ok. passer à Jean-Marie. Moi, je fais du React Native, mais j'aimerais savoir, est-ce que pendant la création d'un projet React Native, nous avons le choix, nous pouvons choisir TypeScript? Oui, exactement. Oui, oui. Lorsque tu crées ton projet React Native, oui, tu as le choix de choisir directement TypeScript pour pouvoir directement typer tout ce que tu veux. Directement, oui, oui. Tu peux le faire. Super. Là, on va passer à Jean-Marie qui a des questions. Jean-Marie, si tu as le micro allumé, tu peux directement activer ton Oui, micro à pour la parler. fin, Jonathan, vous pouvez avoir D'accord. le diapo. Bonsoir à tous déjà. Vous allez bien, j'espère. Bonsoir à M. Jalab, si je ne me trompe pas des noms. C'est Je l'ai. Moufid. Ok, Ouais, ok. Jalab, ouais. Ok. Avant de commencer, je tenais d'abord à vous remercier pour la présentation et pour la notion que vous venez de nous donner avant que vous ne puissiez passer à la partie démo. Sinon, j'avais une question. Présentement, je suis aussi en plein apprentissage des React Native, vu que j'avais déjà des connaissances du côté React JS. Oui. La question, lors de l'installation, parce que pour apprendre ça, moi, je suis en train de passer, j'ai pas voulu passer par des vidéos. Du coup, j'aimerais ressource sur la documentation officielle des React Native.
Sur la documentation officielle, on demande d'installer Expo. Expo sur un téléphone, question de commencer à voir les rendus de notre site en cours de traitement. Le problème est que l'Expo ne fonctionne pas en local. Genre, tu ne peux pas voir les résultats si tu n'es pas connecté. Et j'aimerais savoir s'il y a une autre solution, mis à part l'installation d'Expo sur téléphone, question de commencer à voir les rendus directement. J'aurai une autre question juste après. Ok. Vous êtes sur Mac ou sur Windows? Je suis sur Mac. Parfait. Si vous êtes sur Mac, c'est encore plus facile parce que vous téléchargez juste l'émulateur, c'est-à-dire Xcode. Xcode. Vous téléchargez Xcode. Une fois que vous téléchargez Xcode, la commande que vous lancez pour builder ça sur Expo, vous allez voir qu'il va vous proposer de pouvoir lancer ça sur iOS. Je vais vous montrer ça dans la démo tout à l'heure. Vous tapez juste I et automatiquement, il va lancer ça sur votre Expo. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, vous téléchargez Xcode. Ouais. Une fois que vous téléchargez Xcode, vous réexécutez le lancement de votre application. Lorsque vous lancez l'application, il va vous proposer de builder ça sur web, builder ça sur Android ou builder ça sur iOS. Vous choisissez juste ce que vous voulez et automatiquement, il va vous le builder. D'accord, je vois. Maintenant, une autre question. Oui. Du coup, quand on travaille avec React Native, on nous demande soit de lancer sur iOS, sur Android et sur web. Et quelle est l'importance maintenant d'avoir React Native et React JS? Pourtant, c'est presque la même chose, mis à part que sur React JS, vous ne pouvez pas travailler tout en faisant en sorte que l'application puisse être installable sur iOS et sur Android. Pourtant, presque la démarche, les composants, c'est presque la même chose. Oui. Non, mais React.js, c'est pour créer des applications web. React Native, c'est pour créer des applications natives. En fait, c'est juste que les deux, quand vous avez l'habitude d'utiliser React.js, vous allez voir que c'est quand même pareil, au fait. Il n'y a pas de grande différence. Mais l'autre, c'est juste pour le mobile, au fait. C'est-à-dire, avec React Native, vous pouvez builder vos applications, pour avoir des applications mobiles, mais React.js, vous ne pouvez pas le faire. Je ne sais pas si c'est clair. Ou c'est... Non, si c'est pas clair, vous pouvez me dire. C'est clair, mais la question, quand on lance, il y a une façon aussi de lancer sur la version, on dit comment, sur le web. Il y a trois façons de lancer les projets, non? Sur React Native, oui. Ouais. Du coup, je trouve que React Native prend déjà presque les 80% ou la majorité de ce que... De React.js. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais ça revient à ce que je dis. En fait, pourquoi on te permet de lancer ça sur le web? Parce qu'ils ont supposé peut-être que ton côté mobile, c'est-à-dire, tu n'as pas comment on appelle, l'émulateur pour lancer ça sur iOS, ou soit tu n'as pas l'émulateur pour lancer ça sur Android. Donc, on te permet de lancer ça sur le web. Mais quand tu lances ça sur le web, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le lancer comme un navigateur, quoi. Tu vas le transformer en mobile. Je ne sais pas si je vais te montrer ça tout à l'heure, tu vas voir. Oui, merci, je comprends. J'ai d'autres questions, mais je laisse la parole à d'autres personnes et je poserai les questions peut-être après votre démo. D'accord. Ok, merci beaucoup, Jean-Marie. Y a-t-il d'autres questions? Bien, on va passer à la partie démo directement. A-t-il quelqu'un qui a une question? Je pense que pas de questions. Donc, tu peux passer à la partie démo, Moufid. Parfait. Donc, je vais profiter pour répondre au côté navigation et tout ça. Alors, ouais. Alors, ça, c'est une application exactement inspirée de Uber Eats. Donc, sur cette application, lorsqu'on vient là-dessus, normalement, je vais tout enlever. Je vais rebuilder le projet.
et vous allez voir Scratch. Je tape cette commande yarn start. Moi, je n'utilise pas NPM parce que NPM, des fois, ça bug. C'est-à-dire, il y a des problèmes de package qui ne marchent pas. Donc, j'ai très rarement ce souci avec yarn. Donc, ici, pour lancer moi mon application, je tape yarn start. Pourquoi je tape yarn start? Parce que dans mon package.json, il y a la commande start ici qui lance en réalité ce truc-là, Expo start. Donc, je lance ça comme ceci. Alors, quand je le lance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il va me proposer de le lancer sur Android. Si j'ai un émulateur Android, quand il va taper A, il va aller chercher l'émulateur sur mon ordinateur, il va le lancer. Si je tape I, il va chercher le simulateur pour le lancer. Si je n'ai pas l'un ou l'autre, je vais taper sur Web, il va me le lancer sur Web. Ce que je disais à notre ami, si je tape par exemple Web, et ça, je ne l'ai jamais fait par contre. Normalement, quand on tape sur web ici, il va vous lancer votre application sur le web. OK? Il va vous lancer ça sur le web. Par exemple, je prends un truc comme ceci. Il va le lancer sur le web. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire inspecter. Et ici, je vais le transformer en mobile pour avoir un truc comme ceci. Et moi, je suis en train de travailler comme ceci. Fermer. Je suis en train de travailler comme ceci, au fait. C'est-à-dire, je lance mon projet, j'ai mon application comme ça sur lequel je travaille, mais c'est juste que c'est sur le mobile. Et moi, je travaille là et j'ai les modifications au fur et à mesure. Je n'ai aucune utilité de le mettre comme ceci parce qu'en réalité, ce n'est pas une application web que je suis en train de créer. Donc, je vais le transformer en mobile pour bosser là-dessus. Donc, moi, je vais mettre I ici pour lancer mon projet sur iOS. Et vous allez voir qu'il va le lancer sur iOS. Donc là, vous voyez qu'il a ouvert automatiquement le projet là. Et j'ai mon projet ici. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse et ce que vous avez dit qui vous dérange, c'est le côté navigation. On va parcourir comment marche cette application. Si je ferme tout pour comprendre comment ça marche. Je ferme tout ça déjà. Je vais me rendre déjà dans le fichier app.js. Je vais fermer tout ça et je vais chercher la racine. Alors, la racine, quand je ferme tout ça, c'est le fichier app.js. Quand je clique sur le fichier app.js, je vois que ici, en réalité, il y a le provider store qui est appelé ici. Et lui, il y a à l'intérieur, il y a le app navigator. Dans mon projet, j'utilise Redux. Comme je l'ai dit, je vais vous envoyer un lien d'une vidéo que j'ai fait sur Redux pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis Provider Store ici. En réalité, le store, c'est comme un magasin, c'est comme une grosse boîte où il y a tous mes données dedans. Donc, si je le mets au fait ici comme parent, ça veut dire que tous les éléments qui sont ici pourront au fait consommer la donnée. C'est-à-dire, si je stocke un tableau dans mon store, je stocke des utilisateurs. Par exemple, j'ai stocké la liste des restaurants dessus. Je peux le récupérer partout. Si je fais une commande dessus, je peux faire des calculs et modifier le store. C'est-à-dire, je modifie un élément dans le magasin. Donc, d'où vient cette première page-là? Donc, pour celui qui a le problème au niveau de la navigation, moi-même, j'ai eu ce problème pour avoir une bonne architecture. C'est que ici, je crée à la racine de mon app.js, je crée un fichier app navigator, j'ai créé un composant app navigator. Et si je l'ai appelé ici, qu'est-ce que comporte mon fichier app navigator? Quand je viens là-dessus, vous allez voir que ici, il comporte juste un autre home navigator. OK? Donc, dans mon home navigator, quand je clique, hop, j'aurai maintenant ici tous mes stacks. Je vais, au fur et à mesure, vous pouvez me poser des questions. Donc, là, au fait, au niveau de mon stack, le premier élément qui est appelé, c'est celui-ci. C'est le main tab navigator. Donc, ici, c'est le home.screen. Donc, cette première page que vous voyez en réalité, c'est juste ce composant-là qui est là. C'est-à-dire, quand je viens sur le main tab navigator, ici, vous allez voir que c'est juste ce composant-là qui est appelé. C'est-à-dire juste ce que vous voyez en bas là, ici. C'est juste lui qui est en réalité appelé. Et comme il est appelé automatiquement, il appelle cette première page-là. C'est-à-dire Tab Navigator. Je vais fermer ça. Il appelle directement celui-ci. Si je l'enlève comme ceci,
Je sauvegarde. Je vais recharger. Vous voyez que cette page-là, elle a disparu. Et automatiquement, elle appelle cette page-ci, c'est-à-dire la seconde page. Donc, en réalité, la tabulation que vous avez vue ici, c'est cette première page-là qu'il a appelée. Donc, quand je viens en arrière, tac, je viens ici, vous voyez ce qui est là. Donc ici, sur ce côté, je peux surfer au niveau des différentes pages, comme ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est cette partie-là qui me permet de gérer ça. Donc, je reprends app.js, j'ai appelé mon App Navigator. Dans mon App Navigator, j'ai ma navigation générale qui est ici. Donc, dans mon Home Navigator, j'ai ce Home-là qui me permet d'afficher tout ce qui a rapport aux tabulations ici. J'ai une autre ici qui me permet d'afficher les détails par rapport au produit, c'est-à-dire lorsqu'on clique comme ceci, vous voyez que ça appelle juste Detail Screen qui est ici, qui n'a rien à voir avec le composant Tab Navigator. Donc, quand je reviens en arrière, donc je rappelle, là, il y a le Main Tab Navigator qui me permet d'avoir ça, et ici, Détail, Succès, Checkout Screen. Donc, le problème que moi j'ai eu ici, c'est que lorsque je voulais créer mon application, j'ai besoin de pouvoir surfer d'une page à une autre. OK? Pour surfer d'une page à une autre, moi, je peux utiliser la notion de Stack Navigator et c'est ce qui est ici. Ça me permet juste de surfer d'une page à une autre. Maintenant, le côté Main Tab Navigator, ça me permet de pouvoir ajouter une barre ici de navigation de telle manière à ce que l'utilisateur puisse surfer comme ceci, ça et là. Et c'est juste ce composant-là qui me permet de pouvoir faire ce truc-là. Les autres composants ne sont même pas appelés ici. Les autres composants sont appelés directement ici, c'est-à-dire quand je clique ici, c'est ce composant qui est appelé. Quand je fais ça, je fais ce qui est là. Ce composant, c'est ça qui est appelé Success Screen, ainsi de suite. Checkout. Donc ça, ce sont des composants à part de mon application. Mais le composant de base qui me permet de surfer, c'est celui-là. Donc quand je viens sur le main, comme ceci, je peux au fait ajouter mes logos, tout ce que vous voyez ici, mes icônes, ainsi de suite. Je les ajoute tout simplement comme ceci. Fader, shopping card, ainsi de suite. Si par exemple j'enlève ça, j'enlève par exemple ça, vous allez voir. Il y a un normalement qui va disparaître, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez qu'il a disparu. Quand je remets, il est apparu. Donc voilà comment moi je gère ma navigation. Et quand je le fais comme cela, je n'ai plus aucun problème. C'est-à-dire si je veux créer maintenant une autre navigation qui n'a rien à voir avec la partie tab navigation, je viens juste au niveau de mon app navigator, comme ici, et j'ajoute un autre composant. J'ajoute un autre composant ici, comme ceci. Et j'ajoute mon composant, je donne le nom, je crée mon composant et c'est tout. Maintenant, si je voulais ajouter un autre composant au niveau de la partie Tab Navigator, je viens juste en main ici. Et ce que je vais faire, c'est juste, je vais au fait prendre ce qui est là, je vais dupliquer, tac. Donc ici, il me dit quoi? Il me dit que le nom est déjà utilisé, c'est normal, je fais ça, je sauvegarde, vous voyez qu'ici, il ajoute un autre élément ici. Et voilà comment moi je gère la tabulation sur mon application. Si vous n'avez pas compris ça, il y a toute une série de vidéos qui est faite sur cette application sur YouTube. Pour aller regarder, je pense que ça sera encore plus clair. Donc ensuite, je gère tout le côté, j'ai parlé tout à l'heure de Tailwind, CSS. Arrivé à un moment donné, j'ai commencé par utiliser que du Tailwind dans mon projet. Par exemple, si je viens dans le home.scream, je vais voir où je vois là. Par exemple, j'ai importé Tailwind et j'utilise Tailwind sur mon projet. Donc ici, comment je l'utilise, c'est que ici, je descends, j'appelle Tailwind et j'applique mes propriétés Tailwind. Donc ici, je lui dis, je veux que ce soit une couleur blanche et ici, je veux que ça prenne toute la largeur. Donc ici, par exemple, si j'enlève ce qui est là, je fais red, je fais red.
Normalement, il doit y avoir une couleur rouge qui va apparaître, mais je ne sais pas si c'est sur la home page ou pas. Je vais voir. Tac, tac. On va voir. Donc ici, j'enlève. Donc ouais, j'ai appliqué un scroll view. Je vais aller par exemple. Je vais essayer de modifier pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Ça serait plus fun. Tac. Je vais. Voilà, j'ai appliqué Tailwind ici. Donc ici, j'ai mis, voilà, l'image doit prendre tout. Voilà, si je fais par exemple ça, je sauvegarde. Vous voyez que ici, j'ai mis white, tu prends au fait la moitié de l'écran. C'est ce qu'il a fait ici. Si je le mets